Bonjour, tout d'abord, merci de m'avoir invité à faire cette présentation. Donc, je suis Olivier Dadoun, je travaille sur le campus de Sorbonne dans un laboratoire qui s'appelle le LPNHE, qui est un laboratoire de physique des particules et de physique des hautes énergies. Et je travaille actuellement sur une expérience de détection de matière noire qui s'appelle Xénon et qui a lieu au laboratoire souterrain national du Gran Sasso en Italie, près de Rome. Et aujourd'hui, je vais vous parler des activités que je mène depuis une petite dizaine d'années sur mes collaborations que j'ai pu avoir depuis une petite dizaine d'années avec des artistes et les apports que j'ai pu apporter sur les aspects art-sciences. Donc le titre de ma présentation, c'est très physique. Alors je suis assez content d'être là aussi parce que j'ai fait ma thèse ici, au laboratoire de physique corpusculaire et des hautes énergies qui se trouvait ici au Collège de France. Moi, j'avais mon laboratoire qui était à l'angle pile au niveau de l'impasse Chartière. Et donc, c'était un laboratoire qui était dirigé à l'époque par Marcel Froissart, qui était un très grand physicien. Je ne sais pas si des personnes parmi vous l'ont déjà aperçu. Et ce laboratoire était en fait la fusion du laboratoire de physique nucléaire dirigé par Louis Le Prince-Ringuet entre les années 60 et 70 et le laboratoire de physique atomique et moléculaire de Francis Perrin des années 40 aux années 70. Et donc ces laboratoires me permettent de vous introduire deux instruments emblématiques qui s'appellent la chambre à brouillard et la chambre à bulles. Et il s'agit de détecteurs analogiques de physique des particules, donc de physique subatomique qu'on appelle détecteurs visuels. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces détecteurs ne sont plus utilisés à l'heure actuelle. Et la chambre à brouillard, je pense que beaucoup parmi vous la connaissent. Et en fait, elle est utilisée à des fins de diffusion des connaissances et vulgarisation scientifique. Il y en a une notamment très belle au Palais de la Découverte. Donc la chambre à brouillard. A été développée par un physicien écossais qui s'appelle Charles Wilson en 1911 et qui était intéressé par créer des phénomènes nuageux. Et en fait, il s'est aperçu en développant sa machine qu'il avait fabriqué le premier détecteur de particules. Et les particules dans ce détecteur étaient, en fait, elles signaient leur passage par des formations nuageuses dans cette machine. Et en fait, cette machine a apporté énormément dans le développement de la physique des particules parce que c'était un détecteur qui était transportable et donc qui permettait de détecter les particules issues de la radioactivité naturelle et des particules issues des rayons cosmiques. Donc tout à l'heure, on a mentionné Dirac. Donc Karl Anderson a pour la première fois détecté le positron qui est l'antiparticule de l'électron avec une chambre à brouillard. Ce qu'il faut savoir, c'est que les traces de condensation qui étaient déposées dans la chambre à brouillard, elles étaient photographiées et elles étaient analysées après. Rutherford disait de cette machine que c'était certainement la plus originale et la plus merveilleuse des instruments scientifiques, et je pense que c'est toujours d'actualité. Donc, avant que la physique des particules n'utilise les accélérateurs de particules qui ont été en développement à partir des années 50, la physique des particules s'est construite à partir de l'étude des rayons cosmiques. Et donc Louis Le Prince-Ringuet, qui avait ici un laboratoire, était très célèbre parce qu'il avait installé ses chambres à brouillard en hauteur pour être le plus haut possible en altitude. Dans un premier temps à l'Argentière, qui se situe à peu près à 1300 mètres, et à l'aiguille du pic du Midi, qui était environ à 3400 mètres. Sur la photo de gauche, là, vous voyez Louis Le Prince-Ringuet à côté de son petit cabanon à l'Argentière, hein, donc c'est dans les Alpes. Vous le voyez ici en train de regarder l'intérieur de la chambre à brouillard. La chambre à brouillard était dans un champ magnétique pour dévier les particules. On pourra peut-être en revenir tout à l'heure après là-dessus. Et sur la photo de droite, vous avez un cliché typique qui était observé dans cette chambre à brouillard. Et c'est moi, en fait, en 2014, j'ai rencontré l'artiste Nicolas Darro qui voulait qu'on développe ensemble il voulait qu'on fabrique en fait une chambre à brouillard parce qu'il avait créé une sculpture qui s'appelait donc l'Argentière et il voulait qu'on construise ensemble une chambre à brouillard et pour en fait permettre de déclencher des événements sur cette sculpture qui a été exposée à Lafayette Anticipation. En fait, il s'avère que le budget et le temps étaient beaucoup trop limités.
Mais donc, on n'a pas pu construire cette chambre à brouillard. Et donc, on s'est rabattu en fait sur l'utilisation d'une vidéo. Et donc, ici, vous avez une petite boîte dans laquelle on peut voir une vidéo où il y a des traces de chambre à brouillard typiques, donc des petits nuages. Et on utilise ces traces pour déclencher. Là, c'était de la fumée. Et il y avait aussi de la lumière. Et on peut reconnaître le petit cabanon rouge, moi, qui m'a fait penser rapidement au cabanon de Louis le Prince Ringuet. C'est pour ça que son projet m'a tout de suite intéressé. Depuis, on a collaboré sur une douzaine d'œuvres qui ont été montrées dans différents endroits, comme la Maison Rouge, le Voyage à Nantes, la Maison de l'Amérique latine, et puis aussi les Nuits de la philosophie. C'est là où j'ai rencontré Myriam, ici présente. C'était elle qui mettait en place ces Nuits de la philosophie. Donc, depuis, j'ai rencontré, grâce à Nicolas Darro, grâce à ses interventions, beaucoup d'artistes et beaucoup d'acteurs du monde de l'art contemporain. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à proposer une exposition dans un endroit qui s'appelle l'AA, qui est un centre d'art dans le 11e arrondissement. Donc, c'était en 2023, où le principe de l'exposition, en fait, c'était de déplacer la chambre à brouillard qu'on a au LPNHE. On a la chance de posséder une chambre à brouillard, et d'inviter des artistes et des philosophes à réaliser des œuvres en résonance avec la chambre à brouillard. Donc je ne sais pas si vous connaissez une chambre à brouillard, mais là, en l'occurrence, vous pouvez voir que c'est un aspect esthétique proche de zéro, mais sauf que ce qu'elle permet de mettre en valeur est absolument incroyable. Ici, vous avez une petite trace, un petit nuage, qui est issu d'une particule. Donc j'ai proposé à 6 artistes, donc des artistes plasticiens, des vidéastes et aussi à une philosophe, donc à Myriam. Donc Myriam a réalisé un texte pour l'occasion de réaliser une œuvre, ou alors d'utiliser une œuvre dans leur atelier qui pouvait rentrer en résonance avec ce dispositif expérimental absolument fascinant. Et donc, dans un premier temps, il a fallu déplacer les artistes au laboratoire. Et donc là, ici, c'est une visite de Alissa Verbitz et Nicolas Darro qui sont venus filmer, enfin du moins essayer de filmer ou prendre en photo la chambre à brouillard. C'est une tâche un peu compliquée parce que en fait, tout simplement, il y a un problème avec de réflexion, donc c'était une tâche un peu ardue. Et bref, tous les artistes sont venus, sont passés et m'ont suggéré quels pouvaient être leurs apports durant cette exposition. Ici, vous avez le texte de Myriam Corici, donc ça c'est juste la première page, et donc le texte de Myriam accompagnait l'exposition, et en tout, il y avait à peu près une vingtaine d'œuvres dans cette exposition, donc je ne vais pas vous passer en revue les vingtaines d'œuvres, je vais sélectionner une œuvre pour chaque artiste et vous parler un petit peu de comment l'artiste a imaginé cette œuvre en résonance avec la chambre à brouillard. Donc ici, quand on rentrait dans l'espace d'exposition à l'AA, en fait, il y avait deux parties. Une partie sombre, dans laquelle on a mis les pièces qui avaient nécessité d'obscurité, et il y avait, comme vous voyez au bout, la chambre à brouillard qui faisait la transition entre les deux espaces d'exposition. Donc la première œuvre dont je vais vous parler, c'est la série Rémanence, qui a été réalisée par Clément Bagot. Et donc lui, Clément, tout de suite, il a flashé sur les différentes formes qu'il y avait dans la trace de chambre à brouillard. Donc la chambre à brouillard permet de détecter plusieurs types de particules différentes qui, en fonction de leur masse, vont faire des formes plus ou moins diverses et variées. Et donc c'est dans cette diversité des formes que Clément a fait cette série de tableaux. Donc le central est très grand format, c'est je crois 160 cm, donc il a passé énormément de temps, donc il travaille au rotring 001, enfin bon, c'est un travail qui lui a pris plusieurs mois pour réaliser ce dessin pour l'occasion, donc c'était super. Ici, c'est l'œuvre d'Alissa Verbitz qui a fait une vidéo qui s'appelle Eta Carinae et qui a mis en relation deux événements qui, a priori, n'ont rien à voir, qui est l'explosion d'une étoile qui s'appelle Eta Carinae, qui a eu lieu en 1850, et une exploration polaire, Theremus et Terror, je crois, qui a été, donc c'était une expédition de 2 bateaux qui ont été bloqués dans la glace, et en fait, les bateaux ont été détruits, on a perdu leurs traces, mais ce qu'on a retrouvé, c'était sous des cairns le journal du capitaine. Et donc, Alissa a mis en relation ces deux événements qui, a priori, n'ont rien à voir. Donc ici, la chambre à brouillard qui assure la transition entre les deux espaces d'exposition. Et là, on arrive dans la partie plus claire de l'espace d'exposition de l'AA avec l'œuvre de Anne-Charlotte Hiver. En fait, cette œuvre-là, c'était une œuvre qu'elle avait déjà réalisée durant une résidence à Bordeaux, mais c'était une sculpture d'un seul tenant.
dans lequel il y avait du liquide dans les tubes. Et en fait, pour l'occasion, on a décidé de la couper en deux et ça permettait un peu de compartimenter l'espace d'exposition. Ici, c'est une vidéo qu'on a pu emprunter. C'est une vidéo absolument exceptionnelle qui nous vient de l'université de Tokyo. Ils ont un musée là-bas d'art qui s'appelle l'UMUT et ils nous ont prêté pour l'occasion une vidéo réalisée par un physicien météorologue japonais qui a consacré une partie de sa vie sur la formation nuageuse autour du mont Fuji. Et en fait, autour du mont Fuji, il y a des nuages très typiques qu'on appelle les nuages lenticulaires. Et donc ça, c'est un film qui est absolument magique et vraiment très très beau. Ça date des années, fin des années 20 et c'est un peu comme des vidéos du pain levé. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc c'était vraiment un prêt, c'était vraiment super de pouvoir projeter cette vidéo. En face, il y avait une pièce réalisée par l'artiste Nicolas Darro qui s'appelle Pays des Neiges, qui a réalisé une maison japonisante pour entrer complètement en résonance avec le mont Fuji et l'œuvre d'Abe Masanao. Et au centre, il y a une sorte de ficelle qui tient un peu en lévitation. Alors moi, j'ai pensé tout de suite à la théorie des corps de la physique des particules, donc c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Bon, on a échangé avec Nicolas là-dessus. Je ne suis pas sûr que c'était ça qu'il voulait réellement montrer. Donc un tableau de Juliette Agnel qui s'appelle La Grande Montagne. Donc Juliette Agnel donc elle a participé à l'exposition et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'en fait Juliette Agnel a eu le prix Niepce durant l'espace d'exposition, ce qui fait que ça a un peu boosté la venue des gens pour venir voir les 3 tableaux qui étaient là-bas de Juliette. Et donc ici il s'agit de La Grande Montagne et donc ce tableau en fait cette photo plutôt est réalisée en 2 temps. Donc il y a un premier temps où elle photographie la montagne en plein jour et après elle photographie la nuit et donc elle superpose les 2 images et c'est pour ça qu'on a un peu on ne sait pas trop où on est, une image assez qui fait penser à une sorte de rêve. Ici, vous avez un tableau de Youssef Korichi. Et donc, Youssef, lui, on a échangé. Donc, quand il est venu voir la chambre à brouillard, il a pris quelques jours de réflexion. Il m'a appelé et on s'est appelé plusieurs fois parce que très rapidement, il voulait peindre un scientifique qui a pu avoir une importance pour cette chambre à brouillard. On a échangé. Il y avait plusieurs noms de scientifiques qui auraient pu faire l'affaire, mais il a choisi Tycho Brahe. Et donc Tycho Brahe a la double caractéristique, c'est qu'il a il a vu de ses propres yeux une explosion de supernova à la fin du XVIe siècle. Et la chose incroyable, c'est que donc il faisait des prédictions. Il était aussi astrologue et donc il avait prédit quelque chose qui s'est avéré erroné. Et donc il a perdu. Du coup, il a été provoqué en duel et il a perdu le bout de son nez pendant ce duel. Et donc il se balade avec une postiche en cuivre. Et donc pour Youssef, c'était assez génial, je pense, de peindre ce tableau. Enfin, il y avait aussi dans cet espace d'exposition, on a profité d'insérer des éléments scientifiques qui étaient dans les sous-sols de mon laboratoire et qu'on a un peu pimpé, un peu mis en valeur, là, tout simplement en mettant une barre de LED. Et donc ça, ce sont des clichés qui servaient certainement dans les années 70-60 à faire de l'enseignement, mais qui sont des clichés absolument sublimes. Et on les a juste posés tels quels et ça a super bien marché, enfin, je trouve. Enfin, l'exposition a duré 2 mois. À l'issue de ces 2 mois, pendant ces 2 mois, il y a eu donc aussi des conférences. Donc, il y a eu 2 conférences. Une conférence d'Olivier Bessac qui est venu nous parler de Mars. Et ces conférences ont eu lieu directement à l'A. Donc, il y avait à peu près 60 personnes qui venaient assister à ces conférences-là. Et il y a eu aussi une conférence sur le James Webb d'Émilie Abar. Et enfin, on a fait une projection au 100 ECS en collaboration avec le Fresnoy, où on a projeté 2 films d'anciens étudiants du Fresnoy qui sont Momoko Seto et Hugo de Verchères, et on a projeté aussi un film de Julia, et ça a été fait en collaboration avec le 100 ECS. Vous pouvez retrouver l'ensemble de l'exposition dans le catalogue et sur le site web, le catalogue qu'on a réalisé avec Myriam. Donc. Ici, j'ai mis une photo du catalogue parce qu'il se trouve qu'il y a quelques mois, on a pu le mettre au Jeu de Paume et il est juste à côté du catalogue de Tillmans, donc j'étais hyper content, j'ai pris vite une photo.
Donc ce projet a bénéficié du soutien de mon institut, l'IN2P3, du CNRS, de Sorbonne Université. Il y a eu un partenariat donc avec l'AA, avec l'Université de Tokyo, le Frénois et Senso Projet. Donc maintenant, on va faire un grand écart, grand écart technologique, parce que donc, la chambre à brouillard a permis énormément de découvertes entre les années 1910 et 1950, grosso modo. Et en fait, les années 50, c'est le début de la création des accélérateurs de particules, et donc les physiciens ne sont plus passifs à attendre comme ça que les particules viennent de l'espace, mais ils peuvent créer eux-mêmes leurs particules. Et donc ça a été un gap absolument incroyable, mais ils ne pouvaient pas utiliser la chambre à brouillard parce que ce n'était pas assez adapté. Donc en 1950, Glasser, donc, qui est prix Nobel de physique, a développé un détecteur qui s'appelle la chambre à bulles, qui est donc beaucoup plus dense que la chambre à brouillard, donc qui va mesurer plus d'événements. Et paraît-il qu'il a eu cette intuition en regardant le fond de sa bière et de regarder les petites bulles qui remontaient. Ça, je ne sais pas si c'est vrai. Et donc, en fait, là, donc dans la chambre à brouillard, les particules signent leur passage par la transformation d'un état gazeux à un état liquide. Et donc, on voit des formations nuageuses. Ça, c'est la chambre à brouillard. La chambre à bulles, elle, c'est l'inverse. Donc on est dans un liquide et les particules signent leur passage par la transformation de l'état liquide à l'état d'ébullition. Donc ça va faire des petites bulles et on va reprendre en photo ces petites bulles pour les analyser après. Et donc ce détecteur avait une meilleure résolution temporelle et spatiale que la chambre à brouillard et elle était adaptée surtout à la physique des accélérateurs. Alvarez était un très grand physicien qui a participé au développement de la chambre à hydrogène et des premiers accélérateurs linéaires, lui aussi prix Nobel en 1968. Il s'avère que le laboratoire dans lequel je travaille, le LPNHE, a participé sur deux grands détecteurs de chambre à bulles, qui sont la chambre à bulles de 2 mètres et qui s'appelle la BEPC, Big European Bubble Chamber. Donc la chambre à bulles de 2 mètres, c'était entre les années 60 et 75, et la BEPC de 75 à début des années 80. Le laboratoire mon laboratoire, donc le LPNHE, était associé avec le laboratoire du Collège de France ici, et le laboratoire, le LLR, qui était le laboratoire Louis Le Prince-Ringuet. Donc ici, je vous ai mis 2 clichés de ces chambres à bulles. Donc, la première chambre à bulles, c'est la première version avec 1000 litres d'hydrogène liquide. D'accord. Donc vous voyez ici les physiciens en train de travailler sur la machine. Ici, les 3 trous que vous avez, ce sont les systèmes de caméra. Donc il va y avoir 3 tubes dans lesquels il va y avoir un dispositif de caméra. Donc ça, c'est pour la chambre à bulles de 2 mètres. Et à côté, vous avez la Big European Bubble Chamber. Et là, il s'agit de 35 000 litres d'hydrogène liquide. Donc c'est-à-dire qu'ils sont à côté d'un petit lanceur d'Ariane, quoi. C'est vraiment, il fallait vraiment avoir confiance pour bosser à côté d'un détecteur comme ça. Mais je n'aurais pas été confiance, mais bon, j'aurais pas eu spécialement confiance. Et donc là, vous voyez la grande cuve qui est insérée dans un énorme aimant. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce détecteur va être placé en face d'un accélérateur de particules. Et donc, on envoie un faisceau de particules. Et le faisceau de particules, au moment où il va taper la cuve, comme la cuve en fait est sous pression à très haute température et très haute pression, et ben, il va y avoir un piston qui va s'abaisser pour refaire descendre la pression, ce qui fait que le moindre pouillème d'énergie va faire de l'ébullition lors du passage de la particule. Et donc encore une fois, donc le faisceau de particules arrivait, le piston se baissait et il y avait des prises de photos. Pour le BEPC, les photos sont prises dans 4 endroits différents. Et donc, ici, vous voyez un système de caméra du BEPC dans laquelle il y a le système de flash, les optiques, et tout au bout, vous avez les rouleaux dans lesquels il y a les bandes de clichés de photos. D'accord. Et ça, ces tubes-là étaient insérés. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce détecteur a fonctionné pendant 8 ans. Il prenait plusieurs clichés par seconde et donc à la fin de l'expérience, il y avait à peu près 6 millions de clichés. Et donc on était avant le numérique. Hein. Donc les clichés étaient analysés à l'œil nu. Ici, vous avez une bande typique que j'ai dans mon laboratoire. Donc vous voyez les clichés de la chambre à bulles. Et donc je vais en revenir plus tard, c'est du 70 mm. Donc nous,
Pardon. Donc ces clichés-là, en fait, ils étaient projetés dans un dispositif spécial qui a été analysé à l'œil nu, essentiellement par des femmes qui s'appelaient des scanning girls. C'était des femmes parce que tout simplement elles étaient moins bien payées que les hommes, donc on pouvait avoir plus de femmes pour travailler sur les photos. Et du coup, énormément de découvertes se sont faites grâce à ces femmes. Et donc, je ne sais pas si vous vous imaginez, il a fallu analyser 6 millions de clichés. Et donc, des fois, c'était des redondants parce qu'il fallait éviter de louper des événements. Donc, les clichés étaient disséminés un peu partout dans les collaborations internationales. Donc, c'était analysé et réanalysé. Donc, j'en viens à la collaboration que j'ai actuellement avec Hugo de Verchères autour de ces clichés de chambre à bulles que nous avons au LPNHE. Ici, vous avez le caddie qui est dans le sous-sol sur lequel j'ai entreposé l'ensemble des clichés que j'ai pu trouver dans les couloirs. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux types d'expériences sur lesquelles le laboratoire s'était impliqué. La chambre à bulles de 2 mètres, donc c'est des clichés de 50 mm, et la BEPC fine de 70 mm. J'insiste sur le format parce que 70 mm, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace, hein, c'est Kubrick. Les films étaient, même encore maintenant, Christopher Nolan, c'est du 70 mm. Bon, je reviendrai après. Mais bon, donc il a fallu, dans un premier temps, développer un système de numérisation, parce que l'étape de scanning, on n'en a pas sous la main, et il était hors de question qu'on déroule les clichés à la main. Il y a 800 clichés par bande, c'est des centaines de mètres de bande. Donc, dans un premier temps, avec Hugo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fabriqué un banc-titre avec un système de reconnaissance automatique des clichés. Une fois qu'on a fait une certaine numérisation de ces clichés, comme Hugo est un ancien du Fresnoy, on a pu aller à l'école du Fresnoy, qui est un studio national des arts contemporains, pour utiliser du matériel de pointe qu'ils ont là-bas, notamment des agrandisseurs numériques et un type de papier photo semi-transparent de Kodak. On avait dans l'objectif de faire des lightbox, et papier semi-transparent ça se fait plus en fait. Donc du coup, Hugo m'a appelé, je me rappelle, il m'a dit il faut absolument qu'on se dépêche, il y a encore un peu de mètres de rouleau de semi-transparent, il faut qu'on aille l'utiliser. Et donc on a été au Fresnoy. Donc, juste pour revenir sur la petite anecdote, parce que quand on est arrivé avec les rouleaux de 70 mm au Fresnoy, avec les techniciens spécialistes de la photo, quand ils ont vu le rouleau de 70 mm, ils étaient vraiment sur les fesses, parce que c'était pour eux assez incroyable d'avoir ce genre de matériel, quoi. Donc, tout de suite, tous les gens sont venus voir ces clichés-là. C'était assez marrant. Donc ça, c'est le banc-titre qu'on a fabriqué avec Hugo dans son atelier à Pouche, à Aubervilliers. Je crois que c'est là. Ouais. Et donc, vous voyez, donc on a utilisé, il a du matériel, Hugo, donc on a pu utiliser son imprimante 3D pour refaire des rouleaux. Donc vous voyez ici le banc-titre. Le banc-titre, on a récupéré la structure à la capsule. Il est en résidence actuellement à la capsule, j'en reviendrai tout à l'heure. Et vous avez en haut à droite un système qui permet de numériser automatiquement les photos. Et donc, ce qui est incroyable, c'est qu'au début, quand on s'est mis sur cette histoire, on avait un problème, c'était maintenir les bandes. Parce qu'en fait, si la bande n'est pas bien maintenue, il y a des effets de parallaxe et donc ça ne marche plus. Et en fait, il s'est avéré que par chance, j'ai trouvé dans les sous-sols cette pièce-là, qui est une pièce en laiton, qui devait appartenir certainement à une table de scanning et qui avait été gardée par chance. Et donc, ça nous a énormément facilité la tâche. Donc, c'est une pièce qui pèse vraiment un âne mort, c'est très très lourd. Ce qui fait que quand on la pose, le cliché est bien maintenu. Et donc, du coup, vous avez ici le système de roulement. Et donc, on a pu prendre les clichés plus facilement grâce à ce dispositif-là. Et à côté, à droite, vous voyez la reconnaissance des patterns automatiques qu'on a mis en place et qui permet donc tous les 4 patterns, grosso modo, le cliché s'arrête et on prend une photo. Si tout à l'heure on a le temps et si ça marche, il y a une petite vidéo qui dure quelques secondes, mais généralement avec moi ça ne marche pas les vidéos, donc je préfère vous montrer ça à la fin, au cas où. Après, on a été au Fresnoy, et donc au Fresnoy, on a passé 3 jours là-bas, on a pu bénéficier de l'ensemble de leurs infrastructures et des techniciens qui nous ont filé des coups de main, et on a fait des développements sur très grand format de ces traces-là. Et donc là, il s'agit de traces de BEPC, on a fait sur du 180 par 130 cm, donc c'est vraiment très très grand. Et Hugo a permis en fait, si vous voulez, ces clichés,
comme ils ont été numérisés, ils ont été retravaillés sur Photoshop, et donc en fait, il y avait plein de traces qu'on ne voyait pas qui ont été remis en avant grâce au travail et à l'œil du photographe. Et donc là, on est tous les deux en train de parler sur les spirales qu'on voit un peu partout. Ah, donc du coup, ça a conduit à une première exposition en printemps 2025 à sa galerie Sator. Donc il y avait 4 grands formats qui étaient disséminés dans son exposition parmi ses autres travaux. Il y a actuellement une exposition de lui aussi à Shanghai et à la galerie du Montel où ont été exposés des lightbox petits formats. Il y a une exposition actuellement qui a été vernie hier à la capsule dans le cadre de l'exposition, dans le cadre de la Biennale Ménémo 2025. Et ici, ça c'est un très grand format d'un cliché de chambre à bulles. Et du coup, quand j'ai montré ça à mon DU, enfin au directeur de labo, il en voulait une absolument pour peut-être mettre sur les rotondes de l'UFR, on verra. Donc voilà, et ici vous avez un exemple de l'autre Lightbox, là c'est un plus grand format, et enfin la vidéo qu'on a réalisée à partir de la numérisation de 2500 clichés. Donc il s'agit d'une vidéo en HD, et on a utilisé pour cela les traces de chambre à bulles de 2 mètres. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que du coup, ça fait des très belles expositions, mais aussi, ça fait un support de médiation absolument sublime. Donc, bien entendu, quand j'étais au Fresnoy, moi, j'ai récupéré aussi quelques clichés, et donc, j'avais en prévision de pouvoir les exposer pendant la Fête de la Science, et c'est ce qu'on a fait là le week-end dernier. Et donc, en fait, nous, pendant la Fête de la Science, on a un instrument phare qui est la chambre à brouillard, mais maintenant, il y a un cliché d'une chambre à bulles. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment faire de la physique, expliquer les choses, faire beaucoup de pédagogie autour de ces clichés-là, qui sont des clichés d'art, mais aussi des données. Oui, donc ces rouleaux, bien entendu, ces clichés, pour des artistes, c'est de la photo, mais pour des physiciens, ce sont des données. Donc les datas, à l'époque, elles se donnaient sous forme de clichés. Et ça, c'est assez dingue de se dire que ce qu'on voit là, c'est effectivement une photo, mais c'est avant tout des données scientifiques. Donc j'en viens à ma conclusion. Donc les projets, les réflexions qu'il y a en cours sur les détecteurs visuels et le fonds d'archives qu'il y a au laboratoire du LPNHE. Donc la chambre à brouillard, bon, on fait toujours de la médiation très régulièrement, on accueille des stagiaires très régulièrement, donc c'est vraiment utilisé tout le temps, mais aussi il y a maintenant de plus en plus d'artistes qui se sont passés le mot et donc qui viennent régulièrement voir la chambre à brouillard et la filmer. Là, il y a une collaboration récente avec l'artiste Caspar Ravel, qui a une pièce exposée là actuellement à la Biennale Nemo, qui était en résidence à Sorbonne Université, qui est venu donc voir la chambre à brouillard. Il y a aussi un étudiant du Fresnoy l'année dernière, Jésus Battista, qui est venu filmer la chambre pendant 2 jours et qui a fait son sujet de fin d'année autour de la chambre à brouillard, et ça a été projeté, ça a été exposé l'année dernière. La chambre à brouillard qu'on a au laboratoire, des fois, elle montre des petits problèmes parce qu'elle a été construite il y a à peu près 25-30 ans, et donc j'ai entrepris d'essayer de récupérer des fonds. À la base, c'était pour essayer de la rafistoler un peu, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que on risque de construire une nouvelle chambre à brouillard au LPNHE parce que j'ai réussi à trouver des fonds. Et il y a plusieurs laboratoires UFR qui ont manifesté leur intérêt pour participer à la construction de cette chambre à brouillard, tout simplement parce que la chambre à brouillard, si on l'achète clé en main, ça vaut 40 000 €, donc c'est impossible pour les UFR d'acheter un dispositif comme ça, et donc peut-être de mutualiser les choses, ça serait intéressant. Et ce que j'aimerais bien, donc moi j'ai récupéré un peu de l'argent de l'UFR, un peu de l'argent du laboratoire pour construire une chambre à brouillard, mais ce que j'aimerais bien, c'est essayer de lui donner un aspect un peu arty, et parce qu'en fait, tout simplement parce que ça fait 10 ans avec Nicolas Darro qu'on voulait construire une chambre à brouillard, et donc je pense que c'est un peu le moment. Et donc ce que j'ai en tête, c'est de construire une chambre à brouillard qui soit, voilà, pour faire de la médiation, mais pouvoir être aussi éventuellement pimpée pour être exposée pendant des moments artistiques. Donc la chambre à bulles, projet en cours avec Hugo, donc il nous reste à peu près 5 millions de clichés à numériser, donc je pense que je peux arriver jusqu'à ma retraite comme ça. Il y a aussi dans le laboratoire des émulsions photographiques. Ça, c'est... bon, je suis sur le coup, mais c'est compliqué parce que pour mesurer des traces sur une émulsion, il faut y aller au microscope.
il m'a fallu plusieurs jours pour réussir à mettre en lumière dans une trace à émulsion une trace d'une particule. D'ailleurs, mes collègues venaient tous les jours se foutre de moi parce qu'ils pensaient que j'allais jamais réussir, mais j'ai réussi à trouver Mais bon, à mettre en place pour faire une collaboration artistique, c'est un peu compliqué. Et il y a aussi une chambre à étincelles. Donc bon, je ne vous ai pas fait tout l'historique des chambres à brouillard, etc. Mais entre la chambre à brouillard et la chambre à bulles, il y a eu aussi une chambre à étincelles qui utilise de la très haute tension. On a un bout de chambre à étincelles au laboratoire. Le directeur de labo n'est pas super chaud pour me laisser jouer avec parce que c'est de la très haute tension. Et donc voilà, mais bon, j'ai bon espoir d'y arriver un jour. Il y a un projet aussi autour des tables de scanning. Donc, nous, dans les années 90, on avait une table de scanning qui a été offerte à la Cité des sciences et de l'industrie. Et j'aimerais bien essayer de remettre la main dessus. Donc, j'ai contacté la Cité des sciences et de l'industrie parce qu'on est assez potes avec Universcience. On sait où sont les caisses et j'aimerais bien aller voir ce dispositif avec des artistes éventuellement et pourquoi pas que ça soit le démarrage d'un nouveau projet. Enfin, il y a sur cette partie de scanning, je pense qu'il y a des entretiens filmés à faire autour des scanning girls. Moi, quand j'étais ici au Collège de France, dans mon groupe de neutrinos, j'avais une collègue qui était une ancienne scanning girl, qui est heureusement toujours vivante, et je pense qu'elle aurait des choses à nous raconter, et je pense que ce serait vraiment super. Et je pense qu'il y a un beau projet à faire aussi là-dessus. Et je voudrais terminer sur le 2026-2027. Bien entendu, le bicentenaire de la Révolution, non, de la photographie. Et donc, j'aimerais bien imaginer une exposition autour de ces clichés de détecteurs visuels dans un musée ou dans un espace d'art contemporain. Et je pense que ça serait une occasion vraiment idéale pour faire connaître ce patrimoine, donc, comme je l'ai dit, scientifique, mais aussi photographique au grand public. Donc voilà, j'en termine là. Si vous voulez, je vous montre la vidéo si j'y arrive. Donc là, tout de suite, ce que vous pouvez voir, c'est que ce n'est pas un film réalisé par un physicien, parce qu'il y a une mise en scène tout de suite. Donc c'est Hugo qui a fait un petit film, et il a fait 30 secondes, et on voit tout de suite que c'est... Donc voilà, donc ça, on a tourné ça, ça a été tourné à la capsule. Vous entendez le bruit du moteur qui tourne et qui s'arrête lorsqu'il voit un pattern. Shoot de photo, la bobine repart, et on fait ça... Je ne sais plus la fréquence, en fait, on ne va pas très rapidement parce qu'on voulait être sûr de ne pas manquer des clichés. Donc du coup, ça me permet de vous dire que donc, cette numérisation, ça peut avoir des fins artistiques, mais aussi scientifiques. Parce que je pense que ce qui serait intéressant, ça serait de numériser tout ce qu'on a et à l'heure actuelle, avec tout ce qui est intelligence artificielle, de refaire des analyses de physique pour voir si on n'a pas manqué des choses. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, je pense qu'on peut faire aussi de l'enseignement à partir de ces clichés qui sont sublimes. Voilà, je vous remercie.